Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévisio qui parle de QVT et rien que de QVT. Voilà 1 an et demi que nous nous retrouvons à peu près tous les mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Chez Wunjo, nous sommes intimement persuadés qu'il y a une urgence contemporaine à enclencher des transitions comportementales dans nos organisations et à l'intérieur des personnes que nous sommes. Et nous avons décidé de prendre la parole pour contribuer à cet élan. C'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite pour 2025, mes vœux personnels à votre égard, d'être les acteurs et les actrices de changement dans la façon de voir le travail et de vivre le travail, pour qu'enfin nous puissions dire aux nouvelles générations que le travail est désirable. Pour en revenir à notre sujet et au SAV de la QVT, nous avons décidé donc il y a 1 an et demi de prendre la parole pour finalement redonner de la noblesse à ces 3 lettres, QVT, et pour honorer le vécu tout singulier des travailleurs et des travailleuses. Pour parler sans concession, sans phare de ce qui est vécu par les individus et par les collectifs, et pouvoir transmettre grâce à nos expériences, grâce à nos convictions, grâce à ce que le terrain nous apprend, transmettre des clés absolument concrètes pour vous aider à être chaque jour dans des meilleures conditions pour déployer vos ailes dans votre exercice professionnel. Nous sommes finalement un petit peu les colibris de la vraie QVT, celle qui ne parle pas tant de baby-foot et de peinture de la salle de réunion, mais plutôt qui parle de qualité de la relation et de maturité psychologique. J'ai la chance de représenter Wunjo. Nous sommes une société qui est née il y a à peu près 21 ans. Nous relevons d'une belle et grande famille qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Notre structure a une raison d'être qui consiste à humaniser la vie au travail et faciliter les coopérations professionnelles. Une ambition très forte au service du bien commun que nous réalisons au siège. Nous sommes dans le Tarn, nous sommes 8 au siège et nous fédérons un collectif d'une 40aine de freelances, d'indépendants, dont Valérie fait partie. Valérie Varnet, bonjour et merci à toi d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Emmanuel et merci pour cette belle invitation pour ce sujet qui me tient à cœur. Et bonne année à tout le monde. Yes. Merci Valérie. Alors Valérie, elle fait partie de ce collectif d'indépendants que nous avons constitué et que nous fédérons, qui grandit chaque jour. Et c'est une boîte un petit peu atypique chez Wunjo. On n'a que des personnes qui sont absolument passionnées, convaincues, des personnes profondément généreuses et qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui n'ont pas de difficulté à dire ce qu'elles pensent. On ne cherche pas à être aimé, on ne cherche pas à avoir raison, mais simplement à partager les choses telles que nous les pensons, nous les ressentons. Donc, cher public, s'il y a des choses qui vous accrochent, avec grand bonheur de pouvoir en parler. Évidemment, le monde est fait de diversité et le monde est fait de plein de façons différentes de voir les choses. Alors, j'ai donc le bonheur aujourd'hui d'accueillir donc Valérie, et Valérie, c'est tout particulier pour moi de l'accueillir parce que je dois vous faire une petite confidence. C'est elle ma coach. Je suis moi-même dirigeante d'entreprise. J'ai moi-même fait le constat que le travail, ça pouvait être sacrément compliqué à vivre et je n'ai absolument aucune difficulté à raconter, à dire à quel point c'est soutenant de pouvoir être accompagnée, d'être coachée à titre personnel. Pourquoi j'ai choisi Valérie? Et puis évidemment, elle va avoir l'occasion en quelques instants de se présenter un peu plus en détail. Moi, j'ai choisi Valérie d'abord parce que c'est vraiment une coach de dirigeants. On voit beaucoup de coachs sur le marché aujourd'hui, mais des coachs qui comprennent vraiment ce que vivent les dirigeants, leur solitude, leurs croyances qui font qu'ils ont, et je veux dire, nous avons le sentiment qu'il nous faut être des super-héros, comprendre ce que c'est que le quotidien et les contraintes dans lesquelles on est englué quand on est dirigeant. C'est très difficile de le comprendre quand on ne l'a pas été soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Valérie, elle a passé beaucoup d'années au Canada et pour beaucoup de Français et de Françaises, et notamment dans le monde des RH et de la santé au travail, on regarde le Canada avec des yeux de grandes sœurs, de grands frères. Il y a énormément d'avance dans les pratiques QVT là-bas, au Canada, et dans la vision et la considération de la santé ou même de l'accompagnement de la psychologie, par exemple. Et donc, je trouve assez intéressant dans le profil de Valérie qu'elle arrive aussi à aller chercher ce coup d'avance, ces innovations, qu'elle arrive à nous les transposer dans notre culture française. Et puis, le troisième aspect qui est intéressant, et je pense que vous allez le ressentir en l'écoutant,
parce que bientôt je vais arrêter de parler quand même, ça sera Valérie qui va nous raconter des choses. C'est que Valérie, elle a à la fois cette posture coach, cette capacité à écouter, à guider, et en même temps, elle a des apports pédagogiques. Elle offre des clés et des éclairages avec des modèles, des concepts, des dessins, des schémas, qui rendent de manière beaucoup plus compréhensible, accessible, les mécanismes qu'on vit de manière complètement non consciente. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais envie de t'introduire et de te présenter, Valérie. Et puis, Merci. avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien compléter ce que je viens de dire et voilà, et avant qu'on démarre vraiment le SAV, pourquoi toi en tant que coach, parce que quand même ça fait un certain nombre d'années, je crois que ça fait quand même plus de 25 ans que tu Oui, coaches, plus de 1500 personnes, oui. pourquoi tu choisis d'être coach de dirigeant? Bonne question. Alors tout d'abord, merci pour cette introduction qui me fait chaud au cœur. Mais en fait, alors c'est rigolo que tu me poses la question parce que ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment pris cet axe-là, parce que moi j'accompagne l'humain dans son évolution. Donc que ce soit un enfant, un millionnaire au Canada ou un parent ou un dirigeant ou un manager, pour moi j'amène la même valeur ajoutée. Et c'est avec ma QVT justement que j'ai eu l'opportunité d'expérimenter que je me suis rendu compte que j'étais dirigeante actuellement, mais j'avais été aussi dirigeante d'une autre entreprise où il y avait des salariés et tout et tout. Et je me suis rendu compte que les questions posées étaient hyper pertinentes et qu'en tant que dirigeante, j'avais pas les mêmes réflexes si je me mettais en tant que collaboratrice dans une association. D'accord ? Donc j'ai vraiment vu dans ma tête que les réponses, l'état intérieur, la connexion, les valeurs, la vision, les objectifs, en fait, c'était pas du tout pareil, suivant dans quelle boîte je me mettais pour répondre Tu parles de ma QVT, juste toute petite Voilà, parenthèse, parce vas-y. que potentiellement tout le monde ne sait pas ce que Oui, c'est. Ma QVT, c'est une web application créée par Wonjo qui permet de réaliser des autodiagnostics de QVT personnels. Donc, c'est un questionnaire qui permet en 25 minutes à quiconque d'avoir une photo complète, précise et sincère de son état interne. Et donc, effectivement, Valérie, ce que tu racontes, c'est que si je réponds à cette autodiag en tant que dirigeant ou en tant que salarié, je ne regarde pas le monde de la même manière. C'est ça. Okay. Et surtout, en répondant à la question, j'ai réalisé que si j'avais eu cet outil-là quand j'étais dirigeante, eh ben, ça se serait passé différemment parce que les questions sont tellement puissantes intérieures qu'en fait, c'est de l'auto-coaching quelque part. En tous les cas, je l'ai vécu comme ça. Et là, j'ai pris conscience que j'avais une réelle valeur ajoutée en tant qu'ancienne dirigeante, puisque j'ai fermé mon entreprise entre-temps, parce que les mécanismes, les réflexes, c'est un peu comme quand tu conduis un vélo et qu'on te met au volant d'un 4x4. Et ben, en situation de stress, tu vas avoir tes réflexes de vélo et pas parce que les réflexes de conduite de 4x4 sont pas encore en place. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment alors le mot qui me vient, c'est fulgurance, de compréhension d'accompagner les dirigeants parce qu'en tant que dirigeant, il faut vraiment qu'on soit au top au niveau du mental parce qu'on emmène avec nous des équipes, on emmène des partenaires, des clients et en fait, on peut tellement s'auto-saboter avec nos programmes. Mais bon, tu m'as dit 2 minutes, j'ai fait plus. Vas-y. Mais alors évidemment, on va revenir sur tout ça, bien sûr. Bon, donc j'entends que pour toi, il devenait, c'était presque vital pour toi de pouvoir accompagner celles et ceux qui exercent un métier que tu as exercé pendant de nombreuses années quand même, puisque tu passes un peu vite, mais tu as été dirigeante notamment d'un cabinet conseil d'un gros organisme de formation. Ok, puis on reparlera effectivement du questionnement et des prises de conscience que le coaching peut amener. Si je peux compléter, Emmanuel, parce que c'est très important, c'est que quand j'étais dirigeante, j'avais des super personnes autour de moi qui me conseillaient, que j'allais chercher pour avoir des conseils et tout, mais elles me répondaient de leur point de vue. Donc, tu avais l'expert comptable, tu avais l'avocat, qui me répondaient de leur point de vue. Mais moi, à l'intérieur, je faisais ce que je pouvais pour intégrer ce qu'ils me disaient, mais à aucun moment, j'ai même moi pensé à aller, par exemple, chercher un mentor ancien dirigeant, tu vois. Et c'est vraiment là, et ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience qu'il n'y a pas cet accompagnement intérieur du dirigeant. Et voilà. Alors, ce que je faisais très bien pour mes clients en coaching, en fait, j'avais pas pensé. Tu vois, et c'est quand j'ai rencontré Wonjo et toi que je me suis rendu compte que j'étais passée à côté. Yes. Voilà, bon, et entre-temps, tu es revenue en France. Voilà ce qu'on appelle l'executive coaching, les coachs de dirigeants, ça se développe de plus en plus. Voilà. Alors, avant qu'on rentre dans le SAV, juste préciser que le sujet du jour, alors le thème officiel, c'est « Aller bien quand on est dirigeant ».
est-ce que c'est possible? Presque, est-ce que j'ai le droit en fait? Voilà, je suis patron, est-ce que j'ai le droit d'aller bien? Donc on pose la question sans phare. Pourquoi on pose cette question et pourquoi tu viens aujourd'hui nous en parler, Valérie? C'est parce que nos activités du quotidien, c'est d'accompagner des organisations pour prendre soin de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire de la vie de qualité de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et donc, le dirigeant fait partie des travailleurs et des travailleuses. Celui qui n'apparaît nulle part dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'est-ce pas? Comme s'il n'était pas une partie prenante importante. Et puis, cette personne qu'on a en face de nous, dans tous nos rendez-vous préalables à nos interventions. Intéressant, puisqu'on accompagne essentiellement des TPE et des PME. On a un patron en face de nous qui nous dit « Moi, je veux prendre soin de mon équipe, j'ai compris, la QVT, c'est important. Je ne sais pas par quel bout prendre le truc, donc s'il vous plaît, Wonjo, aidez-moi. » Et puis, nous, très rapidement, on lui dit mais et toi? Comment ça va, toi? Et là, la tronche qu'ils font en face de nous, des billes comme ça, je comprends pas comment ça, moi? Et oui, parce qu'en fait, si toi, tu vas pas bien, potentiellement, il va y avoir des difficultés dans ton codir, voire même carrément dans toute ta boîte. C'est ça. Ton entreprise te ressemble énormément, tu imprimes beaucoup de qui tu es, donc il est absolument stratégique que la première personne qui aille bien, c'est toi. C'est ça. Et là, on a souvent, mais comment ça? En gros, je suis pas un sujet. J'ai pas à être un sujet pour ma boîte, je suis déjà pas un sujet pour moi-même, et de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que d'aller bien. Donc c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet avec vous et qu'on souhaitait démarrer 2025 très fort, quelque part par le haut de la pyramide, si on le regarde avec une vision très archaïque de l'organisation des entreprises, ou par la tête du poisson, avec la métaphore qui raconte que quand le poisson pourrit, c'est toujours par la tête. On va s'occuper de la tête, voilà, ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est 45 minutes d'échange avec notre invité. Cher public, donc vous avez le chat qui est à votre disposition sur la droite de votre écran. Vous pouvez poser toutes vos questions, mettre des commentaires, des réactions, évidemment. On a un standardiste qui s'appelle Marco, qui est un petit poil farfelu, qui va relever vos interrogations et vos réactions et les poser directement à la caméra. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est cette dimension-là qui est un peu interactive. Et puis, l'émission, elle est enregistrée. Donc, Webikeo va pouvoir vous envoyer le lien à l'issue. Vous le recevrez directement. Et l'émission est quand même en live. Donc, voilà, tout ce qui se passe dans le chat peut être retranscrit. Et on espère bien avec Valérie pouvoir répondre aussi à vos questions et vous diffuser des clés pratiques. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est de commencer le SAV. C'est parti. Allez. Ah, eh ben, service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ah ben, écoutez, ça tombe bien, on a Valérie avec nous qui est une spécialiste. Là. On va lui poser la question. Oui, Valérie, déjà bonne année, hein, Valérie. Merci, à toi aussi. Et merci Valérie. Donc là, ça commence. Hein. Ouais, ça commence à sonner. Ça va sonner pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. On parle bien sûr du bien-être, de la santé mentale du dirigeant, mais on sent que c'est un petit peu tabou quand même en France aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus. Quel est ton avis à ce sujet-là? Je suis d'accord avec toi. C'est un peu tabou. Et moi, je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée du Canada. Vraiment, il y avait là-bas, c'est tout à fait normal. Parce que on veut être bon, tu sais, enfin je sais pas si tu sais, enfin vous, au Canada, aux États-Unis, on peut faire faillite plusieurs fois, on remonte une boîte, il y a un état d'esprit évolutif. Après, il n'y a pas que du positif, hein, je parle juste au niveau du mental. Et quand je suis rentrée en France, ne serait-ce que recréer une entreprise en France, c'était lourd, c'était compliqué, c'était un peu usine à gaz. Et qui fait que le coaching de dirigeants que je faisais là-bas, en fait, ici, c'était pas du tout courant. C'était pas du tout. Et en fait, je pense que c'est culturel parce que c'est un peu. Alors, c'est ma perception. Hein, après, on a chacun la nôtre. Mais quand on est dirigeant, c'est un peu comme s'il fallait qu'on soit fort. Il y a comme des injonctions où je dois me débrouiller tout seul, où je dois y arriver. Et moi, souvent en France, on me faisait intervenir sur. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui va pas bien, je voudrais que tu l'accompagnes. Et quand je faisais comme toi, Emmanuel, mais toi, dirigeant, de quoi tu as besoin? Non, c'est bon, c'est pour l'autre. Et donc, c'est peut-être une différence culturelle, c'est peut-être des croyances inconscientes, je ne saurais pas te dire, mais c'est sûr que c'est un peu tabou. Et en même temps, je rencontre de plus en plus de dirigeants pour lesquels
en fait, quand je donne l'information, bah oui, c'est normal et ils enclenchent sur du coaching pour prendre soin d'eux. Donc voilà. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que, en fait, en tant que dirigeant, on dirige souvent avec nos tripes et on oublie que notre mental est important. Donc l'idée, c'est que les tripes et le mental fassent équipe pour pouvoir avancer. Alors je ne sais pas si ma réponse te convient, mais c'est ce qui me vient là quand tu me poses la question. En tous les cas, il faut faire bouger les lignes là à l'intérieur parce que ça fait du mal, quoi. On se fait du mal alors qu'il y a des outils et en fait, c'est aussi simple que d'apprendre à conduire quand on a la bonne technique, bien sûr. Moi, ce qui me vient, Valérie, quand tu racontes ça, c'est, je pense qu'on est en train de vivre une période qui est quand même toute particulière. Il y a un virage qui opère. Certains l'appellent la coulée verte où le coaching est en train de se démocratiser. Oui. On en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'elles sont accompagnées. Certains disent coachées. Enfin, peu importe, c'est le même mot. Hein. To coach, c'est accompagner purement et simplement. Bien sûr. Pour certains, c'est plus facile de dire j'ai un accompagnant, d'autres un coach. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se démocratise avec une forme de honte qui est de moins en moins présente quand on dit je suis accompagnée, voire même dans les milieux les plus matures, une forme de fierté. Oui. De dire moi, mon coach ceci, ma coach cela, voire alors mon coach de vie et mon coach professionnel. Oui. Et même je prédis que dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça devienne même, alors avec tout ce que ça pourra comporter peut-être d'abusif, mais au contraire, une fierté que d'être coaché versus une forme de honte. Tout à fait. Moi, juste une petite expérience au niveau des mentalités. Au Canada, donc je me suis spécialisée en coaching, entre autres de dirigeants au Canada. Et dans ma formation, il y a un de mes profs qui est venu me voir pour me dire, écoute, quand tu seras certifié, je veux que tu me coaches. Parce qu'il me voyait faire des choses un peu différentes. Et moi, en fait, je me suis un peu liquéfiée parce que comment coacher mon formateur, entre guillemets, mon supérieur. Et c'est là où j'ai pris conscience de la position haute, la position basse, où il y a des fois, demander de l'aide, c'est comme me mettre en position basse vis-à-vis de quelqu'un qui va… Et tout l'enjeu, c'est de rétablir la position d'égal à égal, et c'est ce que je fais dans mes coachings, où en fait, on avance main dans la main et on traverse ce qu'il y a à traverser au fur et à mesure. Ouais. Mais moi, je l'ai vraiment senti dans ma tête où je me suis liquéfiée un peu. J'ai senti mon mental se bloquer parce que en France, coacher son formateur alors que, enfin son superviseur ou quoi, alors ça m'était jamais arrivé. Donc tu vois, c'est vraiment les blocages inconscients qui vont qu'on va s'auto-saboter sans même… Ouais, c'est ça, et cette vision hyper archaïque de il est au-dessus de moi parce que c'est mon formateur, ces espèces d'échelles de valeurs avec lesquelles on vit, quoi. Et j'en avais pas conscience. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à partir du moment où je rencontre un contre intérieur ou quelque chose qui me coince, en fait, c'est une invitation à évoluer. Et donc le dirigeant, avec régulièrement son sentiment aussi d'être tout en haut et d'être en toute puissance et en même temps tellement conscient qu'il est hyper vulnérable, difficile d'aller aussi demander de l'aide. Tu sais, oui, et là j'ai un flash. Moi, quand j'accompagne des dirigeants, une fois j'ai accompagné une dirigeante, elle avait 3 entreprises. Donc quand même, la nana, chef d'entreprise. Et quand je lui disais que tu es chef d'entreprise, elle me dit mais arrête de dire ça, je suis pas chef d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un peu le syndrome de l'imposteur, et c'est surtout qu'elle n'avait pas fait d'études. Donc pour elle, elle ne se… Écoute, incroyable. Et du coup, à un moment, je lui dis, bon, ok, tu n'es pas chef d'entreprise, ok. Donc à partir de combien d'entreprises créées, tu vas te considérer toi comme chef d'entreprise ? Et là, il y a eu un blanc. Et là, elle me dit, putain Valérie, tu as raison. Et ça a été débloqué de suite. Bon, après, c'était dans le cadre d'un coaching avec un cadre très spécifique, mais voilà, moi, je me régale. C'est quoi, selon toi, le risque pour un dirigeant de dire sa vulnérabilité ? Alors, déjà, c'est accueillir sa vulnérabilité. Parce que mon Cro-Magnon intérieur, je suis vulnérable, je vais me faire manger dans la jungle. Donc, du coup, je ne peux pas dire que je suis faible et je ne peux pas montrer ma vulnérabilité parce que je suis en danger. Donc, Cro-Magnon, lui, il ne peut pas faire ça. Donc, ce que je fais, c'est tout simple. Je vais le faire maintenant devant vous. Si là, dans ma main, j'ai la vulnérabilité, là, derrière, j'ai l'invulnérabilité. J'ai tout et son contraire. Et en fait, quand j'accompagne les dirigeants, ou tout le monde, puisque j'accompagne tout le monde aussi, je montre qu'en fait, ce n'est pas une question de vulnérabilité ou d'invulnérabilité. En fait, tu es la main, tu as ta main. Et le fait de prendre du recul sur que, en fait, je peux faire ce que je veux, je suis aussi vulnérable qu'invulnérable, ça dépend des moments.
Et toi comme moi, Emmanuel, on sait que quand on se lève, quand on n'est pas bien dans notre tête ou mes baskets et qu'on se lève un peu pas bien, et la journée va moins bien se passer que quand je me lève au top, je suis bien dans ma tête et mes baskets, où là, en fait, je vais gérer les événements les uns après les autres. Par contre, quand je suis pas bien, ça va être des galères. Et en tant que dirigeant, c'est un peu, si je fais parallèle avec un parent, c'est en prenant soin de moi, enfin, c'est juste, mais même pas prendre soin de moi, c'est écouter ce qui se passe à l'intérieur. En fait, j'ai une mine d'informations. Et alors, tu me dis si je diverge un peu, mais il y a des fois, en fait, j'ai déjà la réponse à l'intérieur, mais comme je ne l'écoute pas, parce que j'ai tellement de pression de m'occuper des salariés, de m'occuper de la trésorerie qui va coincer le mois prochain, mais en même temps, il faut que je me projette dans l'avenir. Enfin, c'est une charge mentale incommensurable. Vraiment. Et là, tu vois, j'ai les mots et j'ai des frissons parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et cette charge incommensurable, parce que je vois beaucoup de consultants salariés qui, en fait, passent en coach et tout. Et c'est très bien. Mais moi, je sais qu'en tant qu'ancienne consultante salariée, il a vraiment voulu que je fasse le switch intérieur de passer, de mettre de côté mes réflexes salariés pour mettre en place des réflexes dirigeants. Tu vois? Et c'est une aventure intérieure exceptionnelle. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la charge mentale du dirigeant qui, en fait, est tout le temps en train de s'occuper de l'extérieur, de choses concrètes, matérielles ou d'autres humains qui sont à l'extérieur. Et le fait, finalement, de devenir un sujet pour soi et de placer son attention à l'intérieur permet de faciliter l'accès à des informations qui sont quelque part éteintes ou dont le dirigeant est aveugle à partir du moment où il place son attention à l'extérieur, en fait. C'est un cadeau à faire aussi à l'extérieur que d'écouter l'intérieur. C'est ça que tu dis. Tout à fait, tout à fait. Parce ce qu'il faut que tu saches, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que mon Cro-Magnon, lui, pour survivre, il doit faire super gaffe à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il est en référence externe. Et là, tout le boulot, c'est d'être en référence externe et en référence interne. Donc, ce n'est pas moi d'abord et pas l'autre, c'est moi aussi. C'est prendre soin de l'autre et de moi aussi. C'est les deux. On va dépasser l'horaire là. Non, mais t'inquiète. J'ai très envie de partager, en rebond à ce que tu viens de dire, un témoignage qui est pas vieux, qui date de courant décembre. On animait une conférence sur la qualité de vie au travail pour les dirigeants. Et en l'occurrence, c'était des directeurs et des directrices d'EHPAD. Où déjà, on est d'accord que le métier de l'EHPAD, c'est prendre soin de la qualité de la vie de personnes qui sont en vulnérabilité. Et donc, quand tu es en posture de direction, on sait à quel point les métiers de soins sont complexes et à quel point les dernières années qui sont écoulées ont pu être, d'un point de vue humain, extrêmement tendues. Et donc, à l'issue de la conférence, il y a un directeur qui dit « Non, mais je ne vais quand même pas, vous êtes en train de me dire, vous êtes mignonne, je ne vais quand même pas dire à mon équipe quand j'ai un pet au casque, quand ça ne va pas, quand je n'ai pas envie de venir le matin ou quand je ne suis plus motivée. » Et dans ce genre de situation, nous, on adore faire en sorte que ce soit les personnes concernées qui se régulent elles-mêmes et qui se partagent, puisque nous, on encourage à dire, alors pas forcément à tout dire et pas à dire n'importe comment, mais en tout cas, on encourage à verbaliser, à oraliser la vulnérabilité des dirigeants. Et il y a une directrice qui prend la parole et qui dit est-ce que tu veux que ton équipe soit proche de toi? Et il dit bien sûr, on a besoin d'être soudés, ok. Et elle lui dit, est-ce que tu as le sentiment des fois que tu colles la pression à ton équipe et tu aimerais bien qu'il souffle un peu? Donc il dit, ça c'est sûr, je suis hyper exigeant, la qualité du service rendu à nos résidents et à leurs familles, évidemment, je vous mets la pression parce que je veux que tout soit au top, quoi. Et elle lui dit, la seule solution que tu aies, si tu veux à la fois diminuer la pression de ton équipe et être proche de ton équipe, c'est de leur montrer que tu es simplement un humain. Ok. Et elle raconte qu'elle a eu un vrai coup de mou, elle s'est sentie glisser dans le toboggan du burn-out. Elle était en conscience, elle n'était pas en déni, donc c'était une vraie chance. Et elle a raconté à son équipe, elle a raconté à l'équipe qui était avec nous ce jour-là, qu'elle a pris la parole en catimini d'abord auprès d'une personne, puis ensuite elle l'a officialisé en réunion d'équipe. Elle a dit, écoutez, voilà, je dois vous le dire, je n'ai pas envie de faire semblant avec vous, je n'ai pas envie de vous mentir, c'est super dur pour moi en ce moment. Non seulement les réactions, ça a été « Ah, mais elle est humaine », parce qu'en plus c'était une femme un peu homme, une femme, un gros leader charismatique, mais en plus, elle a récupéré des témoignages de solidarité et de l'aide et du soutien de la part de son équipe. En fait, tu sais… Je t'avais prévenu, ça va sonner. Bon, vas-y. Bonjour. Bonjour Christine.
Oui. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Oui, on lui pose la question. Dis-nous, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la santé mentale du dirigeant et la santé de l'entreprise? Ah bah, pour moi, oui, évidemment. Évidemment. Le dirigeant, c'est un peu la tête et le cœur. Donc, c'est lui qui va donner le rythme. Et du coup, en fait, le dirigeant a une influence qu'il n'imagine même pas. C'est-à-dire que s'il arrive en négatif le matin à l'entreprise, il va diffuser du négatif autour de lui. Donc, ça va impacter l'équipe. Ça va impacter, si par exemple, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui n'a pas très confiance en lui et tout, et qui croit qu'il ne fait pas bien son boulot. Si moi, en tant que dirigeant, j'arrive le matin, je ne lui dis pas bonjour, ça va avoir des répercussions sur son efficacité. Parce qu'il va croire que je lui en veux de quelque chose. Et moi, j'en ai même pas conscience parce que je suis dans mon négatif, parce que j'ai tellement de choses à gérer que. D'où l'importance de prendre soin de la relation à soi et de la relation à l'autre, parce que c'est ensemble qu'on fait fructifier l'entreprise. Donc là, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure et je fais le lien. En fait, on n'est pas que des travailleurs au travail, on est des individus, des humains qui vont faire équipe. Et quand je suis dans une entreprise et que je dis aux dirigeants qui me disent « ouais, l'équipe est super », et moi je vois que ce n'est pas une équipe, c'est un groupe d'individus qui viennent au même endroit pour travailler, et que je lui dis que il faut faire mûrir ce groupe d'individus pour créer une équipe, donc il va falloir que chacun s'implique et tout, et que je lui parle, donc je vais faire un petit truc devant vous, en fait, c'est la relation entre les humains qui vont travailler, et plus moi je vais nourrir cette relation en tant que dirigeant, l'idée c'est pas de faire une thérapie de couple ou de groupe ou de je sais pas quoi, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire fructifier l'entreprise. Mais plus je vais prendre soin de l'humain, de la relation humaine et de l'écologie managériale, c'est ce que j'appelle, plus en fait ça va être facile parce que les personnes vont trouver du sens à venir travailler et vont s'impliquer et vont elles-mêmes développer leur leader intérieur qui vont faire qu'on va être plusieurs à faire avancer l'entreprise dans le même sens. Donc on va répartir la charge. Donc en tant que dirigeant, c'est important que je prenne soin de ma santé intérieure, parce que ma santé intérieure impacte directement la santé et la prospérité de l'entreprise. Si je dois aller négocier un prêt sur plusieurs années et que j'arrive et que j'y crois pas, parce que j'ai des doutes, parce que le banquier va le sentir. Puisque, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais l'impact du verbal versus le non-verbal, c'est le non-verbal qui va avoir le plus d'impact, à 93%. Donc, c'est vraiment important que je prenne conscience de tous les enjeux relationnels qui se jouent et qui font qu'on va perdre en performance. Une fois, je suis intervenue en entreprise où il y avait, c'est peut-être l'exemple que je prendrais, que j'élaborais tout à l'heure, il y avait des problèmes dans les commandes, il y avait des problèmes de tension dans l'équipe et tout. Et en fait, en décortiquant, le dirigeant ne se sentait pas bien, donc bon, il pouvait y avoir plein de causes. Et en coaching, on a découvert qu'en fait, il y avait eu un événement 2 mois avant qu'il avait complètement décentré, qu'il avait complètement déconnecté de son leader intérieur, de son dirigeant, parce qu'humainement, il s'était passé quelque chose qu'il n'avait pas su gérer, humainement, pas en tant que dirigeant. Et du coup, c'est comme s'il n'était plus dirigeant de son entreprise et il venait travailler comme les autres parce qu'humainement, ça l'avait traumatisé, ça l'avait impacté et il ne l'avait pas mesuré. Et lui croyait que son entreprise traversait une crise économique et tout. Oui, économiquement, ça n'allait pas bien, mais intérieurement, il s'était déconnecté. Donc, c'était normal que l'entreprise vivote, entre guillemets, depuis 2 mois, parce qu'en fait, il y avait eu un élément qui était venu l'impacter fortement. Et ça, c'est qu'en coaching qu'on peut aller le trouver. Je t'écoutais et ça me connectait à des exemples super concrets. Alors, je vais peut-être aller encore plus loin que toi, Valérie, parce que effectivement, tu parles du coaching de dirigeants et c'est bien le sujet du SAV, donc je suis gonflée d'aller un peu plus loin. Mais en fait, ce que ça m'évoque, c'est quand on écoute des dirigeants exprimer une demande d'accompagnement d'un cabinet, donc on n'est pas forcément que sur du coaching de personnes, mais du coaching d'organisation, à quel point derrière une demande de surface est en fait le symptôme, en tout cas le révélateur d'un symptôme interne sur lequel il n'a pas forcément mis le doigt. Et quand on met le doigt sur ce symptôme, en fait, qu'on démêle la pelote, on se rend compte que le truc, il vient de chez lui.
J'ai 3 exemples qui me sont venus, je vais essayer d'être super courte. Vas-y. Un dirigeant, il n'y a pas très, très longtemps, qui exprime qu'il y a une problématique de cohésion au sein de l'équipe de direction. Il dit: «Il n'y a pas de bonne ambiance, c'est pas hyper convivial, on kiffe pas franchement d'être les uns avec les autres, puis il n'y a pas de projet». Il me dit: «Il n'y a pas de cap, ça manque de perspective». Donc il demande du coaching, d'organisation et de l'accompagnement d'équipe pour arriver à souder les liens, à faciliter l'interconnaissance, à co-construire un projet stratégique. Et donc, c'est notre métier chez Wonjo. Oui, on peut répondre à ça, bien sûr. Mais en fait, en commençant à accompagner le dirigeant en lui disant: «Écoute, raconte-moi un peu plus, c'est quoi ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, ça fait combien de temps que tu es là?» Ce qui est notre travail d'écoute parce qu'on est des professionnels au départ et donc il ressemble à un petit coaching. Et ben en fait, on apprend que ce dirigeant, il vient de passer 15 ans à diriger une autre boîte et que, étant dans un groupe dans lequel il y a de la mobilité interne, il se retrouve à diriger une entreprise parce que c'était quelque part la suite logique de sa carrière. Et quand je lui demande de me parler de sa boîte précédente, l'équipe de direction de fou furieux, il l'avait constituée lui-même, ils partaient en vacances ensemble, c'était que des gens hyper dans l'initiative, tout le monde construisait le projet. En fait, il me raconte que sa boîte d'avant, c'était le top du top et que sa boîte d'aujourd'hui, en gros, sur ces 2 aspects-là, c'est une catastrophe. Mais au final, c'est quoi le lien entre les 2? C'est qu'il n'a pas fait le deuil. Voilà. Il n'a pas fait le deuil de son entreprise précédente. Et donc, quelque part, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une petite part de lui qui fabrique aussi la situation délétère qu'il décrit? Je peux rebondir. En fait, c'est super important. Donc, c'est super si on peut aller en profondeur dans ce SAV. C'est que, en fait, quand il s'est passé des choses, c'est important que moi, je connaisse le processus du deuil pour pouvoir accélérer. C'est ce qu'on appelle aussi la résilience. C'est comment je boucle des boucles. Parce que si je n'ai pas fait le deuil de quelque chose, ça va ressurgir. Ça va revenir. Si par exemple, moi, actuellement, j'accompagne une équipe où il y a des problématiques relationnelles avec certaines personnes qui occupent certains postes. Et dans cette entreprise, il y a depuis des années, il y a toujours un problème avec la personne qui va occuper ce poste. Donc, du coup, c'est important d'aller au-delà de la demande et d'aller décortiquer le besoin, parce que quand on va sur le besoin, tu as entièrement raison, on va voir le symptôme et on va pouvoir aller en profondeur. Et là, du coup, ça y est, c'est bouclé. Et ça libère et ça fait avancer de façon exceptionnelle. C'est exactement ça. Donc, comme quoi, pour répondre à la question qui était posée par Christine, je crois, sur le lien entre santé mentale du dirigeant et santé tout court de l'organisation. Voilà, nous dirigeants, on a des pètes au casque, mais comme tout le monde en fait, comme n'importe qui. Par contre, on a une responsabilité, c'est d'aller se nettoyer peut-être un peu plus que quiconque, parce que c'est une histoire de responsabilité du système derrière. Oui. Excuse-moi, il faut que je te donne cet exemple parce que au-delà de la santé mentale et la santé physique, il y a aussi l'histoire de la personne. Moi, j'ai travaillé moi-même il y a très longtemps dans une entreprise où ça coinçait. Et en sortant de l'entreprise, j'ai réalisé que en fait, la femme, en fait, elle avait créé son entreprise, c'était le 3e enfant qu'elle n'avait pas pu avoir. Donc, je te dis pas les répercussions, les projections. Et moi, je le vivais. Et à partir du moment où quelqu'un montait pour devenir associé, elle le sabrait. Et moi, un jour, je me suis retrouvée, donc avec le potentiel, je me suis retrouvée en position. Et du coup, j'ai vécu la même chose que la personne précédente qui devait arriver à ce poste-là. Alors que quand on en parlait calmement, c'était oui, associé, blablabla, on en parlait. Mais quand elle me voyait faire sur le terrain, en fait, elle avait la trouille que je la dépasse. Enfin, j'en sais rien, mais moi, comme j'étais pas là, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, oui, c'est vraiment important que, en fait, on a juste une boîte à gérer. Point. On joue pas notre vie. On joue pas. Moi aussi, il y a des dirigeants que j'ai accompagnés. En fait, un Canadien. Il ne pouvait pas fermer sa boîte parce qu'en plus, il y avait un coach qui lui avait dit c'est comme un enfant, tu peux pas la fermer, ta boîte. Et ça a mis une croyance. Ah oui, il y a des choses qui se passent, hein, donc faites attention, faites-vous confiance pour choisir votre bon accompagnant. Et du coup, donc moi, je suis passée par derrière en disant, ben non, c'est juste une entreprise, point. Et là, ça a soulagé. Donc en fait, en tant que dirigeant, on porte notre poids intérieur, mais aussi on porte le poids que l'on nous met à l'extérieur. Donc si on n'apprend pas à se délester, l'aventure est compliquée. Et d'où aussi, voilà, selon moi, vraiment cette responsabilité que porte le dirigeant, qui est d'être le plus au clair possible sur ces pètes au casque, comme j'aime les appeler, et évidemment toutes ces forces aussi,
parce qu'il y a cette projection. En fait, c'est juste systémique. C'est-à-dire que je crois certaines choses et j'agis, mes comportements sont alignés avec ce en quoi je crois. Donc nécessairement, ça a un impact sur mon écosystème. Je te donne le deuxième exemple qui m'est venu là en t'écoutant. Un dirigeant qui nous dit, voilà, nous, on a un problème de productivité c'était dans l'industrie. Problème de productivité, du coup, problème de rentabilité. La boîte est en danger vraiment. J'aimerais qu'on puisse faire des causeries QVT sur les lignes de production pour identifier où est-ce qu'on peut gagner nanani nanana. Et donc, on creuse le sujet, problème de rentabilité, c'est-à-dire, etc., etc. Et puis, en fait, de manière assez subtile, le dirigeant, il arrive à faire monter des choses qui sont de l'ordre de la valeur que j'accorde aux choses, de la valeur que j'accorde aux gens. Et très aisément, de manière très fluide, il finit par dire, de toute façon, dans ma boîte, il n'y a que des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. D'accord. Et comment ça se fait que tu n'embauches que des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes? Et bien là, je vous le donne dans le mille, trouble de l'imposteur à 3000%, et une personne qui avait été, durant toute son enfance, complètement sabrée en termes d'estime d'elle-même. Donc, comme elle ne s'accordait pas de valeur, elle avait du mal à embaucher des gens qui s'en donnaient. Et comme c'était un écosystème, un collectif de travail, que des gens qui avaient du mal à s'offrir la valeur, forcément, ils avaient du mal à en délivrer à l'extérieur et donc à gagner correctement leur vie. Enfin, c'est un truc de fou. Ça peut paraître archi psycho de comptoir, ce que je suis en train de raconter, mais c'est du vécu. Absolument de chez vécu. C'est du vécu. Et là, avec du coaching de dirigeant, en quelques heures, on peut aller travailler juste cet axe-là qui fait que quand ça déverrouille intérieurement, ça déverrouille partout. Et on peut gagner en efficacité, en productivité très rapidement. Et c'est aussi pour moi, du coup, un vrai sujet de responsabilité aussi des partenaires conseils comme nos cabinets, de ne pas répondre toujours à la demande de départ. Les psychologues connaissent bien ça, ce que c'est qu'une analyse de la demande. Et je vais prendre le dernier exemple qui m'était venu, un dirigeant qui nous demande de pouvoir prendre en charge l'écoute salariale et la construction de la stratégie de la démarche QVT. Et il me dit, je veux vraiment des tableaux, des trucs hyper concrets. Et c'est assez étrange parce que dans sa boîte, il y a des gens hyper capés et leur cœur de métier, c'est de faire de la gestion de projet. Donc, tu as envie de dire, les gars, vous n'avez pas franchement besoin de moi. On va vous donner un coup de pouce sur l'écoute salariale parce qu'effectivement, ça, vous ne savez peut-être pas forcément écouter des humains, mais structurer, etc. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que moi, je demande aux dirigeants, est-ce que je peux venir dans ton bureau? On peut faire rendez-vous dans le bureau. Le bureau, c'est Bagdad. C'est un bordel sans nom. Les rendez-vous, il les décale tout le temps, il les oublie. Et en fait, quand on commence à faire l'écoute, on se rend compte qu'en fait, c'est une boîte qui est totalement désorganisée, avec un dirigeant qui lui-même est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se structurer. Et en même temps, c'est sa plus grande force, parce qu'il est hyper créatif, hyper dans l'humain, dans le lien. C'est ça. Mais donc, finalement, est-ce que accompagner ce dirigeant pour, quelque part, soit qu'il soit très clair sur le fait que c'est un bordélique, il sera toujours bordélique, mais par contre qu'il arrête d'impacter négativement le système, ou alors l'aider à transcender ce défaut. Est-ce que ça ne serait pas ça, être un adulte responsable quand on est un dirigeant? C'est ça. C'est ça, parce qu'on se rend compte sur le terrain que oui, bien sûr, il faut faire la différence entre la demande et le réel besoin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on aide la personne à mettre en conscience, qu'on lui amène des clés de compréhension et des outils, et ben en fait, à partir du moment où l'inconscient devient conscient, ça déverrouille automatiquement. J'ai plein d'exemples. Et qui fait que, en fait, donc là, ce que tu décris, donc techniquement, c'est des jeux psychologiques intérieurs qui se rejoignent au niveau extérieur. Et à partir du moment où, et quand j'accompagne, je dis, ben c'est chouette, c'est une opportunité de grandir et d'évoluer, parce que la difficulté qui se présente, en fait, c'est révélateur de quelque chose de plus profond. Ouais, donc moi, j'entraîne vraiment à mettre en place un plan d'amélioration continue intérieure, parce que en fait, c'est comme ça que je vais avancer en tant que dirigeant, c'est prendre les informations qui m'arrivent comme des informations, et pas donc dédramatiser les enjeux relationnels et tout, parce que on n'a pas appris à gérer l'humain. Il n'y a pas d'école de l'humain, il n'y a pas d'école de management de l'humain. Or, c'est l'humain qui va faire qu'une équipe va performer ou pas. Et d'où l'importance en tant que manager, en tant que dirigeant, c'est d'avoir les outils pour manager l'humain, parce que voilà. J'ai juste une minute pour donner un petit exemple concret. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet avion qui s'est posé sur l'Hudson, où en fait au décollage, il y a un film de Clint Eastwood qui s'appelle Sully qui montre l'exemple. En fait, l'avion décolle et il se prend un vol d'outarde. Donc un vol d'outarde, c'est des oies du Canada qui migrent. Et il perd ses deux moteurs. Et en quelques secondes, quelques minutes, il prend la décision de se poser sur l'Hudson. Et là,
C'est dans toute l'histoire du monde, c'est le premier crash d'avion où 100% des passagers survivent. Et donc, on les voit sortir de l'avion, ils sont calmes, tout va bien. Et donc, il y a des journalistes qui sont là et qui disent, mais comment ça se fait, vous vous rendez compte, vous réalisez ce qui vient de se passer? C'était un Boeing ou c'était un Airbus? Je ne sais pas. Ah, c'est pour la blague, pardon. À voir. Et en fait, les passagers disent, bah, écoutez, les membres d'équipage étaient calmes, le commandant était calme, on ne s'est pas énervé. Ah bon, c'est intéressant, ils vont voir les membres d'équipage. Les membres d'équipage qui disent, bah, écoutez, le commandant était calme, les passagers étaient calmes, je suis resté calme. Et là, tu te dis, mais que va répondre le commandant? Et le commandant dit, bah, écoutez, l'équipage était calme, les passagers étaient calmes, moi j'ai posé l'avion, point. Mais ce qu'on ne sait pas, ah oui, écoute, ça me donne des frissons. À chaque fois que je cite cet exemple, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment impressionnant, mais ce que l'histoire ne dit pas, donc je vous invite vraiment à aller voir ce film, c'est que le pilote, le commandant de bord, c'est un ancien pilote de chasse. Donc, une capacité à gérer très, très, très rapidement les informations entrantes. Et sa passion, c'est le vol à voile, donc avion sans moteur. Et en fait, en situation de stress, comme il était préparé mentalement, mais sans jamais avoir prévu l'événement, à l'intérieur de sa tête, son expertise, pilote de chasse et son expertise ont fait équipe qui font qu'en fait, il a posé l'avion sans problème. D'où l'importance vraiment pour le dirigeant, et du coup, là, on parle de centaines de vies épargnées. C'est vraiment important que je prenne conscience qu'il y a des fois, c'est comment les fils peuvent se toucher pour que ça soit vraiment plus cool. Parce qu'on peut vraiment s'éclater, on peut vraiment faire équipe, on peut vraiment déplacer des montagnes ensemble. C'est important ce que tu dis sur... On avait oublié les gens en discutant là. Oui, service après-vente à QVT, bonjour. Mais bien sûr qu'il est toujours ouvert le standard. Ben oui, on parle, on donne des exemples. Oui. Monique, bonjour. Oui. Ah ben oui, venons. Oui, allons-y. On y va. On va demander à Valérie. Hein. Ou alors concrètement, comment le dirigeant peut prendre soin de sa santé mentale? Eh ben, tout simplement en prenant soin de son mental en amont. C'est comme quand tu vas faire du sport pour être en forme. Moi, j'ai un client qui me dit, c'est génial, avec toi, je fais mon yoga mental. Je dis, bah, écoute, allons-y. Parce qu'à un moment, si je n'apprends pas à utiliser mon mental, eh ben, c'est lui qui va me diriger. Et il y a des outils, il y a des choses très concrètes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut que je pilote mon activité comme je pilote ma voiture. Donc, les outils très concrets, il y a un outil très concret que je peux présenter maintenant qui est très facile à intégrer, c'est la posture coach, la posture crash. Quand je suis dans ma posture crash, je suis coincée, je tourne en boucle dans ma tête, je suis vraiment, je suis pas bien, je vois les choses en sombre et tout et tout. Et en fait, quand je me mets dans ma posture coach, donc je vous invite à faire l'expérience, quand je suis dans mon crash, je vois tout en négatif. Ça, c'est pas bon et tout. Et quand je me mets dans ma posture coach ou quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, ben là, du coup, je n'ai que des événements à gérer. Je n'ai que des choses normales qui se passent. Pourquoi? Parce que je sais gérer les choses et je sais que je sais composer. C'est une forme de détachement et de désenglument négatif. Oui, parce que quand je suis coincée, en fait, j'ai mon Cro-Magnon qui va se connecter à tous mes coinçages précédents. Donc, je ne suis pas en ressources, mais ça, si je ne le sais pas, si je ne l'ai pas appris, je m'alourdis moi-même, en fait. Je suis en train de noircir. Parce que je vais créer moi-même je vais nourrir le négatif. Tu sais, des fois, j'ai pas mal de dirigeants qui ne dorment plus la nuit, qui ne vont pas bien et tout, parce qu'en fait, ils ruminent. Mais si je ne sais pas que tous les humains fonctionnent comme ça, je crois que c'est que moi. Donc, je n'ose pas en parler, donc je ne sais pas comment faire et tout. Mais quand on apprend comment ça fonctionne le mental, et ben, du coup, on peut faire équipe avec lui, plutôt de le laisser nous diriger. Ok, donc c'est une forme de détachement et de désactivation du négatif pour pouvoir redevenir une ressource pour soi et se connecter à du positif. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est comment je vais apprendre à gérer mon propre facteur humain. Est-ce que tu peux nous partager, parce on a quand même préparé un petit peu aujourd'hui, donc je sais que tu as 2 études de cas vraiment que tu avais envie de nous partager, et notamment voire même les 2 d'ailleurs, où tu as fini par utiliser ma QVT, donc notre web app. Ah ben vas-y, je vais partager à l'écran. Est-ce que tu veux nous parler de l'histoire du premier déjà, peut-être? Alors, le premier. Tu as appelé Monsieur X, avant que j'affiche peut-être. Allez. Parce que bien sûr, en tant que coach et coach de dirigeant, il y a une confidentialité vraiment à toute épreuve.
Donc, Monsieur X, il est… Ah, je ne vois pas l'écran, tu l'as mis? Tu veux que… Oui, j'affiche. Oui, vas-y, ça sera plus parlant. Donc ça, c'est le résultat de ma QVT, hein, de l'outil dont tu parlais tout à l'heure. Donc, on répond à des questions. C'est très rapide, moins de 20 minutes, 30 minutes max. Et on a un état des lieux qui sort. Donc, Monsieur X, son entreprise est florissante, tout va bien. Mais depuis quelque temps, ça va pas bien. Il y a des tensions dans l'équipe. Depuis 1 an, en fait, ça se dégrade. Et Monsieur X, pour lui, l'humain est très important. Les relations humaines sont très importantes. Et l'enjeu qu'il a cette année, c'est qu'il doit passer son entreprise. Tu veux dire la transmettre? La transmettre, oui, pardon, la transmettre. Et ce qui se passe, c'est que cette dégradation, il y a des congés maladie, il y a des choses, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça le met encore plus sous stress parce qu'il a cet enjeu de transmission. Okay, donc, en fait, là, on va voir sur les besoins de sécurité. Donc, je ne sais pas si les gens peuvent lire, mais bon, on a plusieurs indicateurs. Et en fait, on voit qu'il vit… Donc, tu veux présenter rapidement ou pas? Non? Ce qui est à l'écran, tu veux dire? Oui. Tu veux que je l'explicite, le radar? Oui, parce que je ne sais pas si les gens très bien. Alors, si on prend le radar sur les besoins de sécurité, donc on a un petit filet orange qui permet de voir le niveau de besoin de Monsieur X. Alors là, il est même caché par les pointillés sur certains aspects. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être en sécurité physique. C'est ce qui est écrit tout en haut. Si on va sur la gauche, c'est quelqu'un qui a absolument besoin d'être en confiance avec sa hiérarchie. Donc, en tant que dirigeant, c'est souvent… Voilà, les membres de son équipe de direction ou ses clients. Si on regarde tout en bas à droite, c'est quelqu'un qui a absolument besoin que son rôle soit clair, que ses missions soient définies, voilà, qu'on sache vraiment qui il est et ce qu'il fait. Et tout en bas, on voit qu'il a un très fort besoin d'être traité de manière équitable, donc de ne pas faire l'objet de toute forme de favoritisme ou autre. Il a un besoin de sécurité matérielle en haut à droite qui est assez important quand même, hein, donc c'est-à-dire d'être dans des conditions qui lui permettent de bien vivre. Et par contre, on voit qu'au niveau du soutien des collègues, il a aussi un besoin qui est important. Voilà. Et donc, le fait de voir ça, il a pris conscience que les relations humaines dans l'équipe, en fait, étaient en train de se dégrader. Et de le voir écrit, en fait, il a commencé à remonter tout doucement intérieurement parce que c'est comme s'il avait une explication qui faisait du sens. Okay, et donc, après, sur ses besoins, c'est confirmé avec la qualité des relations. Donc, en bas à droite, il y a qualité des relations. Vous voyez le trait plein, ce dont il a besoin. Au niveau plaisir. Voilà. Oui, sur le violet. Et comment il le vit? En fait, la qualité des relations s'étant dégradée, il le vit mal. Et pour lui, comme c'est un manager, un dirigeant qui est très dans l'humain, qui est très dans l'affect, qui est très dans l'intuition, la spontanéité, en fait, ça le mine. Donc, du coup, comme ça le mine de l'intérieur, eh ben, tous les projets, en fait, sont teintés de ça va pas marcher, mais comment là, avec les maladies et tout, le repreneur, d'autant que le repreneur est dans l'écosystème, donc il voit les choses. Donc, en fait, ça lui a mis une pression folle. Et voilà. Et si tu passes à la planche d'après… Juste préciser peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop ma QVT, qui sont avec nous, que c'est vraiment le petit filet pointillé qui permet de connaître le niveau de bien-être et que l'aplat permet de voir si le volume des besoins est nourri ou pas. Donc, plus l'aplat est important, plus les besoins sont nourris dans l'expérience du travail. Mais voilà, là, ce que commente Valérie, c'est vraiment les petits pointillés. Vous voyez, en bas à droite, là, sur le radar de plaisir, par exemple, au niveau de la qualité des relations, on voit qu'on est vraiment en berne. Et dans le radar de sécurité, en bas à gauche, sur le soutien des collègues. Donc là, très rapidement, on identifie qu'il y a vraiment une problématique relationnelle avec l'écosystème. Et là, du coup, dans l'inclusion, je vais faire un focus sur l'estime personnelle. C'est tellement important pour lui que ça a entamé son estime personnelle, alors qu'elle était plutôt bonne ces dernières années. Tu vois, donc du coup, là, le fait d'avoir fait ce test, donc pour lui, ça a été vraiment, vraiment important parce que il a vu noir sur blanc. Il a eu des clés de compréhension qui faisaient totalement sens. Et à un moment, moi, je n'avais plus besoin de parler parce qu'il se faisait son auto. En fait, il remontait la corde, tout ça. Et tout de suite, on a enclenché sur un coaching de dirigeant, mais qui était hyper ciblé parce qu'il m'a dit, moi, je vais améliorer ça, ça et ça. Donc, il m'a donné, en fait, moi, j'ai juste fait équipe. OK, on y va. Alors que sans cet outil, on cherche un peu le vrai besoin. Alors que là, c'est OK, on y va. Donc, c'est l'efficacité au service de la performance et ça fait des résultats incroyables. Parce que du coup, en
en lumière, en mettant en conscience ce qu'il percevait inconsciemment, en fait, il a pu tout débloquer. Et si on a encore le temps, je peux peut-être donner un deuxième exemple. Donc là, en fait, moi, mon job, ça a été de lui faire prendre conscience que il était dans la posture crash et comment il allait dans la posture coach. Et en se raccrochant à cette posture coach, en fait, il est remonté. Dans le deuxième exemple, c'est une personne, donc situation économique compliquée, dans un secteur en crise, et il n'est pas du tout attaché à sa structure. C'est un dirigeant et il n'en parle pas positivement. Pourquoi ? Parce que il y a un risque de dépôt de bilan et il a lâché l'affaire. Okay. Donc, en fait, on démarre le test, il est vraiment… parce que un degré d'engagement de 60% quand on est dirigeant de sa propre boîte. C'était… Ouais. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, si tu peux passer… Je passe un peu vite, bien mais sûr, ça vaut vraiment le coup. Et donc, perte du plaisir, là, si tu regardes le violet, pour lui, il a besoin d'être dans le plaisir d'entreprendre et tout. Et en fait, c'est tellement compliqué que tout a… Tu vois, il y a un écart exceptionnel entre le plaisir et ce qu'il vit et comment il le vit. La qualité des relations s'est dégradée. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple de tout à l'heure où il y a eu un événement traumatisant qui fait qu'en fait, ça a impacté l'équipe. Enfin, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans la confidentialité, mais ce qui est important, c'est d'aller dans le pouvoir d'agir. En fait, on voit qu'au niveau des responsabilités, là où il y a le carré noir, c'est énorme pour lui. Il assume les responsabilités. Il n'y a aucun souci. Et là, il avait déjà créé d'autres boîtes avant, donc il est à l'aise avec le poste de dirigeant. Et ce qu'il vit actuellement, il est à l'aise, mais il le vit très, très, très mal. Pourquoi ? Parce qu'avec cette épée de Damoclès du dépôt de bilan, il pense à ses salariés avec lesquels il y a une ambiance super. Il pense aux familles de ses salariés. Donc, il se rajoute un poids en fait, si je dépose le bilan, je fous en l'air 5 familles. Tu vois ? Et du coup, le fait de faire le test, donc il a pu voir, mais c'est ça que je vis actuellement. Et donc il est remonté lui aussi, parce que du coup, tu vois, même sur le graphique, là, voilà, tu passes, ses besoins de sécurité, en fait, sont là, on voit quelqu'un qui est complètement hyper vulnérable, qui est carrément en insécurité. Voilà. Wow. Et en fait, il n'y a qu'à moi qu'il pouvait confier ça, parce que je l'avais déjà accompagné sur une précédente entreprise, dans la transmission et tout. Et là, en fait, il n'y a qu'à moi. Il me dit, mais Valérie, il n'y a qu'à toi que je peux parler de ça, parce que je ne peux pas en parler à ma femme, elle n'est pas dirigeante. Je ne peux pas en parler aux salariés parce que je vais leur mettre la pagaille. Et autour de moi, les gens ne me comprennent pas. Je peux parler, mais les gens ne me comprennent pas. Ouais. Parce que si je me confie en tant que dirigeante à quelqu'un qui n'est pas dirigeant, il va me dire, mais tu devrais faire ça, mais tu as pensé à ça. Mais non, attends, écoute-moi, je suis en train de te dire que je suis dans la… Et en fait, il n'y a que quand j'ai vécu ça moi-même que je suis en capacité de, OK, on va y aller tranquillement, étape par étape. Ce que je trouve absolument puissant, et merci d'être l'ambassadrice à ce point de ma QVT, notre outil, c'est qu'en quelques minutes, tu as une photo hyper précise avec des mots qui décrivent ce que tu vis. Et souvent, les retours qu'on a, c'est mais oui, c'est ça. Mais il est trop bien votre logiciel. Non, mais le logiciel, il fait que te réafficher ce que tu as déclaré toi-même. Emmanuel, je fais du pouce parce que le dirigeant là, dont je vous parle, là, je l'ai déjà accompagné il y a quelques années. Il n'y avait pas ma QVT, il n'y avait pas. Donc moi, je faisais mes trucs un peu à ma façon. Et là, en fait, écoute, je t'ai dit chrono, en 1h30, il est arrivé, c'était fini. Mais oui, OK, je le fais, le test, ça m'intéresse. Mais de toute façon, je vais déposer le bilan vendredi. On était lundi matin. Écoute, en 1h30, alors bien sûr, il y avait la relation de confiance, on était connectés tous les deux, qui fait qu'en fait, il s'est auto-coaché. Et en fait, il a pris conscience que, en fait, ça fait 2 mois, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai, mais il y a 2 mois, il s'est passé ça. Et il n'avait pas mesuré, comme il était dans le feu de l'action. Pour lui, c'était un événement, mais en fait, ça l'avait traumatisé humainement. Mais en surface, il ne s'est rien passé. Tu vois, c'est ça qui est subtil, c'est qu'il y a des fois, je vais être impactée par des choses qui, en fait, il ne s'est rien passé, mais comme je suis dans le feu de l'action, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un des salariés qui a foutu la pagaille, et lui, n'étant pas formé à manager l'humain, il n'a pas su gérer. Et du coup, après, il a pris un coaching, manager l'humain, parce que je ne veux pas que ça se reproduise. Écoute, moi, je me régale. Et j'aime beaucoup cette idée. Je trouve ça super cool qu'on finisse là-dessus, Valérie. C'est aussi de se dire que 95% des dirigeants, ils n'ont aucune formation de management. La sensibilité à l'humain, elle n'est pas forcément naturelle chez tout le monde. Et qu'on ne peut pas avoir des entreprises qui sont performantes si on n'a pas des humains qui arrivent à bien fonctionner ensemble.
la qualité du management, elle est absolument stratégique pour la réussite et l'avenir des organisations. Et donc, quelque part, si on ne sait pas se manager soi, comment réussir à manager les autres? Voilà. Et ça, on l'apprend pas à l'école. Et il y a Ouais. des outils tout simples. C'est comme apprendre à conduire. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je vais aller prendre soin de ma santé Non, mentale à c'est la fini. cantine, hein, parce que moi, ma santé mentale, elle est par ici. Allez, je vous dis à bientôt. Merci encore, les filles. On se voit le mois prochain pour le prochain SAV. Merci Mardi, c'est beaucoup. pas les frites le mardi? C'est les frites le mardi? C'est ça, les frites? Merci Valérie pour Merci. le temps qu'on vient de passer ensemble, pour ce qu'on a vécu. Si, cher public, vous avez envie de poursuivre les échanges avec Valérie, alors que ce soit en live, parce que vous l'avez rencontrée en live aujourd'hui, ou si vous regardez ce webinaire en replay, on est à votre disposition. Valérie est quelqu'un de très généreux et qui adore discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez un petit bouton en haut dans votre interface qui vous permet de nous envoyer un message. Sinon, on n'est pas loin, vous tapez sur Internet et vous nous trouverez aisément. Si la posture, la vision, les contenus transmis par Valérie aujourd'hui vous ont plu, faites confiance à Valérie pour accompagner vos équipes de direction. Et si vous êtes vous-même dirigeant, bien sûr, bon, moi, je ne peux que vous recommander vu que je suis cliente, donc forcément, voilà. Elle est capable de vous accompagner à distance et voire même elle fait essentiellement, et c'est un format qui est très original. Elle coach par téléphone, Valérie. Je dois dire que j'étais un peu dubitative au début et en fait, c'est absolument extrêmement confortable de fonctionner comme ça. Donc voilà, si autour de vous, vous avez des dirigeants qui méritent un petit coup de pouce sur 1-2 séances ou plus au long terme, bah voilà, recommandez Valérie Varnet autour de vous. Et puis, Valérie, elle fait partie de l'équipe de Wunjo, comme je le disais au tout début. Donc, évidemment, on l'envoie en coaching de dirigeants, en coaching d'équipe de direction. Et puis, elle est aussi fresqueuse. Elle est en train de finir son gros parcours de formation. Et elle a cette capacité à animer la fresque de la QVT, qui a été conçue par Wunjo il y a un peu plus de 2 ans maintenant. La fresque de la QVT, c'est un séminaire d'une journée qui permet d'impulser une démarche qualité de vie au travail dans la concertation sociale. Et donc, tout le cœur du réacteur consiste à réaliser une évaluation en live de la QVT individuelle, donc de réaliser un baromètre collectif. Vous pourrez en savoir plus en allant sur notre site internet fresquedelaqvt.com. Et si vous êtes intéressé, contactez-moi, puisque c'est moi qui reste la référente de ce sujet. Valérie vous a parlé de ma QVT. Nous, on aime chez Wunjo offrir autant que possible du temps, de nos services. En vrai, on n'adorerait plus jamais être dans l'obligation de facturer quoi que ce soit. Bon, le monde n'est pas encore prêt à ça et nous n'avons pas encore l'organisation pour. Pour autant, on est généreux et on offre du temps. L'année dernière, il y a quand même 400 personnes qui ont été accompagnées bénévolement par l'équipe de Wunjo en interne et les prestataires. 400 heures de coaching offertes par Wunjo, c'est quand même pas neutre. Je tiens à le préciser. Donc, si tout ça, ça vous a titillé, si vous avez envie de l'expérimenter par vous-même, Valérie se propose à vous flasher le code qui est à votre écran. Il y a un lien qui vous est donné également dans le chat par notre collègue Manon. Et vous pouvez passer 1 heure en tête-à-tête avec Valérie pour réaliser votre autodiagnostic de qualité de vie au travail et commencer à identifier ce qui va bien, ce qui va moins bien et identifier les premières prises, les premiers leviers de prise de soin de vous-même. Voilà, en testant notre merveilleuse application qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Voilà, nous touchons à la fin de notre SAV. On va se retrouver dans à peu près 1 mois, donc le mercredi 12 février, sur le créneau de 11h à midi. On fait des blagues un peu, on change les jours, on change les horaires, pour voir si vous suivez. Ça sera notre 20e SAV de la QVT, ça commence à faire. Et là, j'aurai l'immense bonheur de recevoir Magali Ostruibaras, qui est membre de Wunjo depuis les tout débuts, qui est une femme brillante, extrêmement pédagogue, qui est à la base juriste, qui est devenue DRH et qui a été l'une des premières en France RH à lancer une démarche qualité de vie au travail. C'est une passionnée des questions de bonheur au travail. Elle n'a pas de problème avec le mot bonheur. C'est une vraie actrice de l'inclusion et son talon d'Achille, c'est la marque employeur. Comment faire en sorte que votre boîte, elle puisse séduire le public qui lui correspond? Comment est-ce qu'on valorise notre marque
Et évidemment, comment on fait pour prendre soin des équipes de manière à ce que ce soit elles les premières ambassadrices de la beauté et de la désirabilité de l'entreprise. Elle viendra nous parler de tout ça donc mercredi 12 février de 11h à midi. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il y a les petits liens qui apparaissent en haut sur votre écran et sinon directement sur la chaîne Wabikeo de Wonjo. Si vous aimez les SAV de la QVT et que vous avez 3 quarts d'heure par-ci par-là ou 1 heure sur un temps de trajet ou parce que sur Netflix, il n'y a plus rien à regarder, écoutez, vous avez sur cette slide que vous recevrez de la part de Wabikeo suite au SAV la liste de tous ceux qu'on a animés avec des thématiques très diverses et variées, évidemment toujours autour de la question du bien-être au travail. Je pense au SAV numéro 3 qui parle de notre responsabilité, le SAV numéro 7 qui parle d'organisation et de capacité à voir positivement notre gestion du temps. Il y a des SAV sur le handicap, sur le fait de pouvoir écouter ses intuitions, d'honorer nos valeurs et nos croyances. Voilà, il y a énormément de richesses à retrouver sur la chaîne YouTube de Wonjo. Vous pouvez flasher directement le code ou aller sur YouTube et taper Wonjo QVT et vous nous trouverez. Voilà, je vous remercie pour ce temps de qualité partagé. Valérie, merci pour ta générosité. Merci infiniment. Merci. Et je nous lance le petit générique pour nous dire au revoir. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bye. À bientôt. Au revoir.